Top. Comment tu vas? Bah écoute bien, 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 bien. Je suis vraiment content que tu as accepté mon invitation pour ce podcast. Je, je t'ai Avec plaisir. connu, je t'ai connu via Verisme TV et les discussions que tu as pu avoir avec Pierre. Et bien entendu, parce que je t'ai vu dans le programme pédagogique du Centre de naturopathie et de l'Hormèse. Donc c'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de te rencontrer, de pouvoir parler de vive voix avec toi et puis de découvrir un petit peu notre culturiste breton, si je dis pas de bêtises. Bio, Bio. culturiste breton bio. C'est comme ça que je dénote euh, sur ma page Facebook de telle façon à clarifier la situation et expliquer clairement que je suis naturel, Hmm, sans stéroïdes anabolisants et autres cochonneries que certains de mes confrères prennent. C'est pas un jugement, mais c'est leur choix. bien sûr. Mais c'est pas comme ça, en tout cas, que je vois moi le sport et la pratique d'un sport. Hmm. Bah, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion de bien en discuter pendant cet échange, parce que c'est vrai Mhm. que je vais en profiter d'avoir un culturiste pro derrière la caméra pour pouvoir et derrière le micro pour pouvoir parler un petit peu de toutes les facettes qu'on ne peut pas voir du culturisme, mais aussi toute la passion qu'on peut en tirer derrière, toute, tous les peut-être les clichés ou toutes les histoires, toute la culture qui se trouve derrière le culturisme. Mais voilà, avant tout ça, je tenais à te présenter Bonjour, mon stagiaire, Malo. Alors, enchanté. je vous ai un tout petit bout de chaque côté, hein. Toi, j'ai Ouais, un tiers de ton visage et Parce Malo, je que ne le vois pas du ouais, tout. Je c'est vois tes bon. cheveux. voilà, c'est bien là. Voilà. On va fusionner comme dans Dragon Ball. Ouais, ok. D'accord. Ah, ça donnerait un truc avec des cheveux. Ouah. Bon, Ouais, bah, en tout cas, ouais, c'est un plaisir. Franchement, c'est un plaisir de faire ce podcast aujourd'hui et de pouvoir discuter un peu de tout ça. Ça fait plaisir partagé. La transmission, c'est quelque chose de très important. hmm. Euh, et voilà, le grand âge que j'ai me met dans cette posture de transmission plus facilement, effectivement. Ça fait combien de temps, toi, maintenant que tu transmets justement, que tu apprends avec tes formateurs? Alors, bah, j'apprends depuis toujours et je continue à apprendre en permanence. C'est, à mon sens, l'une des choses indispensables qu'un thérapeute doit faire tout au long de sa vie et dans son quotidien. C'est quand on a l'occasion, c'est d'aller chiner de l'information, de s'enrichir d'éléments nouveaux, mais aussi de replonger euh, dans ses cours Hmm, anciens, parce que rien n'est acquis, parce que la plus grande dangerosité, c'est la routine et la croyance de savoir. Euh, Par la pratique, on se rend compte qu'à un moment donné, je donne souvent pour exemple le cas des massages. Moi, je fais du drainage lymphatique et tous les 2 ans, je m'impose en fait de faire une piqûre de rappel, donc de retourner en formation. Parce qu'en fait, on prend des mauvaises habitudes, on en enchaîne un, puis deux, puis 10, puis 15, puis 20, puis au bout du 20e, on commence un petit peu hmm. à déformer un petit peu la manipulation, pensons bien faire, et puis on continue un peu cette déformation pour au final, parfois se retrouver assez éloigné du principe premier du massage, et en tout cas de la formation. Euh, et donc on peut passer à côté de certaines choses, ce qui est quand même pour un thérapeute pas terrible, d'où l'importance du coup de devoir se remettre dans l'acte, tout simplement. Et il Hmm. en va de même pour le sport, il en va de même pour la naturopathie, il en va de même pour l'anatomie, physiologie. Moi, j'ai tout le temps le Marieb avec moi. Là, il est à côté de moi parce que très souvent, je mets le nez dans le Marieb, hein, ça te parle? Non, tu peux expliquer un peu pour tout le monde? Je vais le montrer, Ouais, c'est mieux. c'est encore mieux. Ah, le Marieb, qu'est-ce que c'est? Allez, je précise que je n'ai pas de royalties hein, sur la vente de cet ouvrage. C'est ça, le Ok. Marieb. C'est un Hmm. tout petit bouquin, tu vois. Ah oui, Voilà. c'est. Une petite Bible. Le gros intérêt du Marieb, c'est que, tu vois, on Hmm. a. Donc, c'est vraiment un bouquin sur l'anatomie-physiologie hein, qui est extrêmement intéressant. Je pense que Pierre également s'en appuie souvent Hmm. pour la rédaction de ses cours en anatomie-physiologie. C'est vraiment une base et ça te permet, en tout
moi, ça me permet en tant que naturopathe, lorsque j'ai une suspicion dans mon savoir, eh bien, de m'assurer que ce que je sais est bon ou pas. Je pense notamment au niveau des oses, des dominations des oses, tu peux à un moment donné tout mélanger les pinceaux, hein, ce qui est Hmm. tout à fait logique et peut arriver. Donc là, au moins, ça clarifie. Puis en plus, il y a pas mal de planches anatomiques que tu peux présenter à tes consultants pour une explication complémentaire. Ça, c'est vraiment. Moi, je suis très old school là-dessus, hein. J'ai beaucoup de Hmm. bouquins en cabinet et ça me permet de pouvoir justement euh, apporter une véracité à mes propos en présentant, tu vois, les bouquins de Kousmine, Hmm. le Marieb, mais également pour la musculation, tout ce qui est ouvrage de Guenil de Lavier, les méthodes de Ouais. Lavier, avec Ouais. des éclatés et et des planches anatomiques extrêmement explicites sur les travaux des différents groupes musculaires. Bon, il faut vraiment avoir des bases comme ça. Le visuel, c'est un son d'importance. Pour la transmission, le visuel est vraiment important. Il faut que ce soit en même temps ludique, ce qui n'est pas forcément le cas du mariage par ailleurs. Mais voilà. Et tu parlais de Pierre Dufresne tout à l'heure. C'est vrai que Pierre, avec sa chaîne Vérisme TV, a contribué justement à expliquer de façon simple, de façon concise, de façon Hmm. ludique, ce qu'est l'anatomie, physiologie, le fonctionnement de tel ou tel organisme, je pense tout ce qui est hormones, tout ce qui est Hmm. fonctionnement du système digestif et j'en passe. Et je sais que plusieurs naturopathes s'appuient sur ces vidéos Hmm. pour voir effectivement se réapproprier des connaissances qui ont un peu, au fil du temps, été passées à la trappe de la mémoire, quoi, hein. Ouais, c'est sûr. Bah, il utilise Jean-Louis, son fameux tableau pour pouvoir inculquer tout Oui, ça. exactement, Il a essayé de exactement. créer tout un personnage à travers un tableau pour pouvoir essayer de transmettre des choses qui peuvent paraître compliquées quand on lit un bouquin, et puis avec des autres mots et un autre discours, essayer de vulgariser, si on peut appeler ça comme ça, pour avoir une connaissance simple pour des gens qui se soucient pas forcément ou auxquels c'est pas forcément leur métier, et de leur dire, ben, c'est pas parce qu'on parle d'hormones, c'est pas parce qu'on parle de science que c'est incompréhensible. Parce que c'est vrai qu'on peut vite aujourd'hui, si on écoute les médecins, les scientifiques, tous ceux qui ont une belle blouse, etc., ils vont vite rentrer dans des sujets où pour les gens lambda, ça va tellement être du chinois qu'on va se dire, bon, bah, c'est lui l'expert, et on ferme les yeux, on fait ce qu'il nous dit. Donc, je pense qu'il faut avoir une confiance envers son professionnel de santé, si bien sûr la démarche est bonne, mais on peut, nous, en tant que professionnels de santé, et moi je pense, tu me diras si c'est vrai ou pas, si tu fais le contraire ou pas, mais ça a aussi toute son importance de quand même essayer de faire comprendre aux gens ce qu'on est en train de travailler avec eux. Parce que c'est quelque chose qu'on peut voir de plus en plus en médecine, c'est que les gens, enfin les médecins ou les professionnels de santé peuvent vite nous donner des remèdes assez simples, fais ci, fais ça, sans forcément nous expliquer comment ça fonctionne et la cause du problème. C'est de toute façon la mission première d'un naturopathe qui est un éducateur de santé. Hmm. Et cette définition, pour moi, elle est très importante. On a le temps, parce qu'on n'a pas forcément un médecin allopathe euh, en consultation, puisque nos consultations durent en moyenne 1 heure, voire 1 heure et demie pour une première consultation. Et donc, durant ce temps que l'on accorde avec le consultant, eh bien, ça nous permet, outre le fait de bien comprendre comment il fonctionne, de justement lui expliquer avec des mots simples, sans pour autant trop vulgariser et trop schématiser Hmm. le fonctionnement de son système digestif ou hormonal, mais de quoi il en retourne. Et quand une personne comprend pourquoi le fait de consommer du lactose ou du gluten peut avoir des conséquences au final sur sa santé, eh bien, il va avoir ce bon sens de dire, bah oui, il faut que j'arrête, ou alors il faut que je réduise fortement. Donc si tu lui dis, bah, faut arrêter le gluten, faut arrêter le lactose, point. Euh, ok, Hmm. ok. C'est la différence entre l'ordonnancier, on ordonne au patient quelque chose, et le conseillencier du naturopathe
qui va justement conseiller à son consultant des us et coutumes pour son hygiène de vie et améliorer son hygiène de vie. C'est vraiment important cette différence. Mmh. Ouais, mais bien sûr et c'est vrai que tu peux trouver un peu ces 2 aspects du tableau, dans les 2 pratiques, que ce soit, un médecin classique ou professionnel de santé ou naturopathe, qui au final, aujourd'hui est un métier, bon, enfin reconnu, mais on ne sait pas vraiment dans quelle case le mettre parce qu'on peut vite avoir ce cliché du naturopathe, végan, hippie, qui peut vite ressurgir et puis, un peu extrémiste aussi, si tu vois un peu ce que Il je y a- veux dire? mais c'est comme dans n'importe quelle profession en fait. On a des Mmh, gens qui ont des sensibilités et qui ont été à la naturopathie pour des raisons personnelles très souvent. Euh, Ça, il y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. J'ai une consoeur bien sûr. au Portugal, elle est effectivement beaucoup plus sur ce côté alimentation crue, Mmh, euh, une hygiène de vie qui lui permet, puisqu'elle est au milieu de nulle part, de pouvoir être beaucoup plus dans l'extrême vis-à-vis du matériel de haute technologie, les ondes, etc., etc. mmh, Après, quand tu exerces en ville, la donne est un petit peu différente et il faut aussi adapter ses conseils et donc une hygiène de vie à une situation de vie de tes consultants. bien sûr. Quand tu as un consultant qui est chauffeur de taxi, tu ne veux pas lui dire d'arrêter d'écouter la radio ou d'être dans un véhicule. C'est compliqué. Donc il faut Mmh, avoir l'intelligence en tant que thérapeute d'adapter ses préconisations en fonction de la vie de ton consultant. Euh, Ça, c'est. J'ai un enseignant dans mon école de naturopathie qui nous mettait en avant le fait que euh, nous étions des artistes quelque part, mmh, parce que on était dans cette dynamique de composer notre conseiller en fonction de notre expérience, de ce que nous maîtrisions, et puis également de la personne qui était en face de nous. Et le naturopathe que nous étions, notre voisin d'à côté aurait peut-être fait, et certainement, des préconisations un petit peu différentes. Et voilà, la finalité étant qu'à chaque fois, en tout cas le but, c'est d'améliorer l'hygiène de vie et la force vitale de ton consultant. Voilà. Avec ce principe bien connu de surtout ne pas nuire, mmh. Socrate. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, justement, à t'intéresser à tout ça, la naturopathie? Je vois aussi que tu fais de la posturo, comme tu disais, tu fais du massage, tout ce côté bien-être, est-ce que ça arrivait justement, parce que peut-être ta discipline première, c'était le coaching, et le bodybuilding ou, voilà, quel est un peu ton chemin de vie par rapport à ça, vers la santé holistique? C'est super simple. C'est super simple. Je suis un ancien militaire, Mmh. personnel encadrant au niveau des activités physiques et sportives. Je me suis reconverti. Je suis parti après dans le marketing en parallèle, donc à des années-lumière quand même de ce qui nous concerne aujourd'hui. Et puis j'ai continué malgré tout en parallèle à faire du coaching privé, donc sportif et nutritionnel, euh, donc depuis bon nombre d'années, parce que j'ai quitté les services actifs en 2001. Euh, et j'ai également, pour moi, eu envie d'améliorer ma condition physique au fur et à mesure, de façon naturelle, comme je le disais tout à l'heure. Mmh. Et si j'ai continué parce que j'avais la chance de pouvoir faire tout sport confondu, tout sport individuel, collectif, en toute humilité, je pense avoir absolument tout fait en sport. Euh, et donc, du coup, j'ai voulu continuer là-dessus. Donc, j'ai d'abord fait du triathlon, après, j'ai fait du sport de combat, après, j'ai été plus dans du sport individuel euh, sur, euh, sur la musculation, parce que c'était ce qui était plus facile en termes d'organisation, puisque le triathlon prenait beaucoup trop de temps. Les sports d'équipe, pareil, c'était pas évident, puisque les métiers que je faisais obligeaient à être beaucoup en déplacement et tu peux pas être à part entière et t'engager auprès d'une équipe
si tu peux pas être là le jour d'entraînement, le jour des compétitions, enfin, c'est assez compliqué. Bien sûr. Tu te rediriges vers des sports individuels. Et puis, la musculation a été une bonne façon de pouvoir répondre à mes attentes et puis très rapidement faire des compétitions parce que l'esprit de compétition est en moi, il est inséré en moi. C'est une bonne façon tout le temps de sortir de sa zone de confort, de se comparer aux autres, mais de façon bienveillante, c'est-à-dire Mmh. avec cette envie de performer avant tout pour soi. Et puis, bah, si on peut être un peu mieux chaque année, c'est chouette. C'est chouette. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, comme je le dis de façon naturelle, ce qui m'a amené à un moment donné à arriver au seuil, aux limites de mes possibilités et à me dire, bon, bah, il faut que je trouve une alternative. Et j'avais pris un coach à cette époque-là qui avait des sensibilités avec la naturopathie et qui m'a donné 2, 3 astuces. Et de fil en aiguille, je me suis beaucoup intéressé à la naturopathie. J'y ai trouvé énormément d'intérêt, Mmh. notamment pour la connaissance concernant l'alimentation, concernant l'usage des plantes, euh, pour pouvoir plus facilement me régénérer, plus facilement pouvoir me réparer en cas de blessure. Euh, et puis, bah, tout ça fait que bah, tu acquiers une expérience qui t'est propre parce que le consultant que tu as, c'est toi. Et à un moment donné, tu dis, bon, peut-être que je pourrais intégrer dans mes coachings sportifs, parce qu'à un moment donné, je n'ai fait que du coaching sportif, j'ai lâché les activités précédentes que j'avais. Est-ce que je pourrais y apporter de la naturopathie? Et en tant que professionnel, tu te dis, ok, je peux le faire, j'ai les compétences, mais pour ça, par sécurité, pour avoir de bonnes cartes en main, RC Pro, avoir tu vois, toutes les bonnes choses de telle façon à ne pas faire du bricolage. Mmh. Ben, je suis rentré en école de naturopathie et puis je suis sorti avec une certification qui m'a permis d'affirmer. J'ai plus vu en fait ce passage en école comme une VAE quelque part, hein, une Ouais, valorisation ouais. des acquis. Mais en même temps, ça m'a ouvert d'autres portes et d'autres champs de possibilités, notamment les massages, puisque je n'aurais pas pensé, avant de faire mon école de naturopathie, être en capacité de pouvoir apporter des soins avec mes mains. Mmh. Mais ces soins avec mes mains sont très rapidement, ont été très rapidement du bon sens dans mon activité, parce que quand tu prends en préparation physique quelqu'un, que tu l'accompagnes au niveau de l'alimentation, au niveau de son entraînement et de sa récupération, si en plus de ça, bah, tu peux faciliter sa récupération avec du Mmh. drainage lymphatique, avec du shiatsu, bah, c'est Mmh. super. Donc c'est pour ça que j'ai fait des formations complémentaires, donc en shiatsu, Super. Amahasi et drainage lymphatique. Et puis, eh ben, histoire d'ajouter une corde à mon arc en supplément, la posturologie Ouais. est tombée sous le sens parce qu'effectivement, tu peux encore plus optimiser les conditions physiques d'une personne en améliorant sa posture. Donc, je me Mmh. suis intéressé à la reprogrammation posturale. Mmh. Donc, j'ai fait première formation qui était plus un échec qu'autre chose, parce qu'elle n'était pas forcément qualitative, et puis une autre qui était très qualitative avec le docteur Allier à Mmh. Posturopole, pour avoir une belle formation en posturologie et donc à pouvoir apporter une préconisation. Donc ça me permet, moi, du coup, en cabinet aujourd'hui, si je veux recevoir que quelqu'un en posturologie, de faire que de la posturologie, Ouais. en naturopathie, faire que de la naturopathie, en massage, faire que des massages, en coaching sportif, faire que du coaching sportif. Mais je peux aussi, et c'est à mon sens la valeur ajoutée que je propose dans mon cabinet, c'est de faire un patchwork de tout ça. Et quand tu Mmh. viens me voir en posturologie, je peux quand même en plus t'apporter des conseils par rapport à ton alimentation et ton hygiène de vie. Si tu as une activité physique, eh bien je peux t'apporter des éléments pour améliorer ta préparation physique. Voilà. C'est tout un ensemble et c'est véritablement une combinaison qui est pour moi a du sens. Alors, c'est vrai que quand on voit mon site internet, ça fait un peu comme une carte dans une pizzeria où tu as 10 pizzas, quoi. Donc, mais c'est la réalité. En fait, c'est des compétences que j'ai acquises au fil des années. J'ai 50 ans, donc c'est pas comme si j'avais 25 ans
Donc j'ai quand même pas mal de bouteilles et d'expérience. Bien Et donc sûr. c'est pour ça que je propose ce panel, en fait, quelque part. J'ai eu un jeune étudiant qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps pour savoir s'il pouvait se spécialiser dans la naturopathie du sport et comment il fallait faire. Et à ça, je lui ai dit avant tout, bah, avant, sors de ton école, fais quelques années en consultation, euh, développe-toi, fais-toi une expérience, et à partir de là, après, bah, tu peux t'approcher de préparateur physique, tu peux t'approcher de formations spécifiques sur la naturopathie du sport. Hmm. J'en ai réalisé une, mais il y en a d'autres également sur le marché. Et puis à ce moment-là, oui, tu peux te diriger vers ça, mais avant tout, fais-toi tes armes, quoi. Fais tes armes avant tout. Ça, c'est important. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà qui je suis, quelque part, en sachant qu'en parallèle, je continue toujours à faire mes compétitions, parce que pour moi, Super. c'est un indispensable. Le Covid a été très dur, parce que ça m'a obligé pendant 2 ans à ne pas pouvoir faire de compétition, à la fois parce que Ah oui. je n'étais pas inoculé, et puis je boycottais le pass machin, ce qui fait que j'étais tricard au niveau de toutes les compétitions, et notamment les compétitions internationales, parce que je fais partie de l'équipe de France et Hmm. j'ai un statut international, donc Super. les compétitions hors territoire, je ne pouvais plus les faire. Et là, du coup, d'ailleurs, j'ai perdu mon statut international parce que ça fait 3 ans que j'ai pas fait de compétition hors du territoire. Oui. La dernière que je pouvais faire était aux États-Unis. Et les États-Unis, il faut un schéma vaccinal, Vaccinal. machin complet, ce que je n'aurai jamais. Donc, du coup, voilà. Mais en tout cas, je repars du coup là plus sur des compétitions au niveau national ou européen. Et Hmm. puis, tout le temps avec le même plaisir parce que avoir cette capacité à pouvoir faire des compétitions à 50 piges, c'est chouette, quoi. C'est Ah, une, voilà. c'est une, c'est une belle, Carrément. belle histoire, pas toujours évident tous les jours, parce que notre corps, malgré tout, bah, il a une force vitale qui diminue au fil du temps, quand bien même on est Hmm. naturopathe et on sait comment il faut faire. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut être vigilant. Mais je pense que c'est ça aussi. Ce que je peux apporter, c'est cette expérience et cette valeur ajoutée que j'ai qui est, j'espère en tout cas, être l'ambassadeur de mes propos. C'est-à-dire que c'est pas simplement ressortir ce que j'ai pu Hmm. lire, ce que j'ai pu voir, ce qu'on m'a appris, mais c'est aussi transmettre, on parlait de transmission tout à l'heure, Hmm. transmettre ce que je vis dans mon quotidien. Et moi, quand je parle de cuisine, je peux parler cuisine très simplement parce que j'en pratique tous les jours. Mais c'est pas pour autant que je suis naturopathe et je suis vegan, absolument pas. En tout Hmm. cas, être naturopathe et vegan, c'est pas la question, mais Bien sûr. en tant qu'athlète, j'ai un besoin en protéines qui est hallucinant. Hmm. Il me faut à peu près 300 grammes de protéines par jour. Je vous laisse faire le calcul. Je ne parle pas de 300 grammes de viande, hein, je parle de Oui, 300 grammes de oui, protéines. oui. C'est bien de préciser, ouais. Parce que je pèse presque 100 kilos, donc automatiquement, ça a des incidences. Et un naturopathe sorti d'école, s'il voyait mon régime alimentaire, il crierait au loup et il dirait stop, on arrête tout, on mange des graines germées et on mange et on arrête le poulet, on arrête le poisson, on arrête la viande rouge. Sauf que dans ma pratique sportive, c'est impossible, c'est pas possible. Bien sûr. Cependant, je varie toutes mes sources de protéines et donc dans mon Hmm. quotidien, parce que j'ai entre 6 et 8 repas par jour, je vais avoir de la protéine animale, de la protéine végétale, mais à tous mes repas, il y a de la protéine automatiquement. Hmm. Et justement, la naturopathie et l'expérience que j'ai de mon corps aussi me permettent d'améliorer mon mode alimentaire en fonction de mes ressentis et en fonction de la volonté d'optimiser le bon fonctionnement de mon corps, faire en sorte que mon foie soit tout le temps en pleine santé, parce que c'est quand même un organe majeur. Hmm. Je pratique au moins un jour par semaine du jeûne. Il y a également très souvent des monodiètes, il y a très souvent des phases de repos total, même en Hmm. préparation. Tu vois, là, je suis à 100 jours d'une compétition.
J'ai amorcé mon processus de descente parce que j'étais à 6000 calories. Là, je redescends à 2000, 2500 calories. Et puis, on va descendre progressivement. Mais pendant ces phases-là, je vais avoir un entraînement assez intensif avec 2 entraînements par jour, 6 jours sur 7. Et puis, toutes les 6 semaines, je vais breaker une semaine totale. Me mettre au repos le plus total pour faciliter la régénération cellulaire, tissulaire, optimiser le bon fonctionnement de mon système digestif pour pouvoir ensuite continuer et repartir. Parce que c'est quand même très, comment dirais-je, le culturisme, c'est un stress très important, ça génère une très forte acidité du corps, ça génère beaucoup de dégradation. Donc il faut faciliter les choses pour que le corps puisse se régénérer et reconstruire. Et ça, tu ne l'auras que par de l'alimentation de qualité. Et ça fait d'ailleurs partie des autres choses quand j'utilise le terme bio sur ma page Facebook, bodybuilder breton bio. C'est aussi parce que je n'utilise pas de compléments alimentaires. Même en consultation d'ailleurs, hein, sauf pour certains cas de figure où on est obligé de faire un apport un peu plus important en zinc pour certaines personnes. Mais généralement, 98% des cas, il n'y a jamais des compléments alimentaires. D'ailleurs, c'est pour ça que si j'utilise les webinaires de certains laboratoires qui sont bien foutus pour des explications sur le fonctionnement des stéatoses hépatiques, là c'est le dernier que j'ai regardé dernièrement, il n'empêche que jamais je leur achèterai des compléments alimentaires et jamais j'en ferai la préconisation, quoi. Et très souvent d'ailleurs, vis-à-vis des sportifs que j'accompagne, c'est la première chose que je leur retire de leur mode alimentaire, c'est la créatine, les acides aminés, les poudres protéinées, toutes ces conneries-là, exit. Voilà. Et comment tu expliques qu'il y a eu une montée en croissance un peu de tous ces produits-là et que justement les gens ne vont pas plus se confronter ou aller justement chercher des méthodes qui sont tout simplement naturelles? Il y a plusieurs raisons. La première d'entre elles, et j'en ai bénéficié pendant quelques temps, c'est le sponsoring. C'est-à-dire que tu es sponsorisé par une marque de produit, donc en tant qu'athlète, tu en fais la promotion. La contrepartie, c'est que tu récupères, alors avant c'était un peu de sous, maintenant c'est que des dotations. Mais voilà, tu récupères ta dotation, tu en fais la promo, et puis donc du coup les gens pensent que tu as ton physique grâce au complément alimentaire que tu mets en avant, alors que la réalité c'est pas ça. Mais le raccourci est vite fait. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en règle générale, les gens sont dans cette éducation que rien ne se fait dans le temps et la douleur. On peut très rapidement avoir des résultats instantanés en claquant des doigts ou en prenant une pilule miracle. Donc voilà, si on te dit demain, regarde mon physique, si tu prends telle pilule, je peux te garantir dans 3 semaines, tu vas être comme moi. Tu veux le croire. La pilule bleue ou la pilule rouge, du coup? C'est ça. Voilà. Donc c'est très souvent ce qui se passe. Alors effectivement, consommer de la créatine, ça peut avoir des avantages. Effectivement, consommer de la L-carnitine, quand je faisais du triathlon et du vélo, ça a des conséquences également. Enfin, tu peux potentiellement améliorer un tout petit peu ta performance. Consommer des acides aminés après ton entraînement, effectivement, ça peut potentiellement contrôler. Sauf que tout ça, ce sont des produits qui ont été industrialisés, ce sont des produits qui ont été synthétisés. Ton corps ne va pas forcément pleinement les reconnaître. Et une grande partie de ces derniers, tu vas payer en plus une fortune parce que ça coûte quand même très cher, vont finir aux toilettes. Ton corps va synthétiser qu'une toute petite partie de ces compléments alimentaires. Et moi, je suis assez adepte du pollen de miel parce que pour moi, c'est une bonne source d'acides aminés essentiels avec un peu de glucides. Donc du coup, à l'issue de ton entraînement, le fait de te faire un petit shoot avec ça, c'est super. C'est tellement mieux et c'est un aliment vivant. C'est un aliment qui va être assimilé à 100% par ton organisme plutôt que gober une gélule, quoi. Ou l'intérêt de gober une gélule. Ça me fait penser, c'est une petite anecdote, hein, mais
j'ai un consultant qui consommait des gélules de vinaigre de cidre. Il Hmm. faudra m'expliquer quel est l'intérêt de consommer des gélules de vinaigre de cidre qui vont être vendues peut-être 10 à 15 fois le prix du litre de vinaigre de cidre. Il faudra m'expliquer. Ouais. Mais on en revient à la même chose, c'est que c'est tellement plus simple pour les gens de prendre un pilulier ou un gélulier et de s'enfiler 4, 5, 10 gélules, voire plus le matin, autant le midi, autant le soir, plutôt que avoir une alimentation qui va être saine, équilibrée. Voilà. Alors, ça nécessite un peu de logistique, ça nécessite pas forcément plus d'argent, parce que justement ces compléments alimentaires sont quand même assez onéreux. Je me fais certainement pas des amis en disant ça, mais c'est ce que je pense, donc je m'en Oui, fous. bien sûr, il n'y a aucun souci. Et, et en tout cas, toutes les personnes que j'accompagne, elles ont des résultats, et elles ont des résultats justement pour avoir arrêté. Et elles sont... Je me remémore en fait souvent les listings qu'ont les gens, mais c'est un truc de malade, quoi. Ça fait des Hmm. budgets de l'ordre de 150 euros par mois Hmm. minimum. Mettez 150 euros chez un naturopathe, quoi. Franchement, déjà, ça coûtera moins cher. Et en plus de ça, tu auras vraiment des résultats sur le long terme. Voilà. Ouais, bien sûr. Et Ouais. puis, si on va voir un peu plus du côté compétition, où là, c'est vrai que dans le culturisme et dans le bodybuilding, on peut vite parler de ça. On voit une compétition à la télé ou en vrai, on va tous dire, ouais, mais de toute façon, eux, ils sont dopés. C'est pas possible d'avoir ce corps-là naturellement. Est-ce que toi, tu as des anecdotes déjà de personnes que tu as côtoyées ou des athlètes en qui tu as été en face qui avaient vraiment ces pratiques-là, limite un peu de drogue par le dopage? Est-ce qu'il y a aussi... C'est un secret de polichinelle, en fait, le dopage dans le sport d'une façon générale et dans le Ouais. culturisme en l'occurrence. Je discutais dans la salle où je m'entraîne, il y a un ancien champion du monde, Waba, des années fin 90. Il y a une ancienne vice-championne du monde des années 90 également. Et on discutait de ça très simplement. Et l'ancien champion du monde me demandait, il me disait, mais toi, qu'est-ce que tu prends? Qu'est-ce que tu as pris? Je lui dis, mais écoute, je ne prends rien. Il dit, tu peux me le dire. On est entre nous, tu peux me le dire. Je lui dis, mais écoute, moi, je n'ai jamais rien pris, ça ne m'intéresse pas. Moi, je travaille à la force du poignet pour avoir le physique que j'ai, qui effectivement a atteint ses limites, c'est-à-dire que je ne pourrais pas faire plus que ce que j'ai, mais je suis quand même Hmm. assez satisfait de ce que j'ai. Ça me nécessite du boulot. C'est pas pour autant d'ailleurs que ceux qui sont sous accompagnements médicamenteux ne font pas de boulot. C'est pas la question. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est juste que l'effort n'est pas le même. Et moi, mon objectif en pratiquant une activité physique et sportive, c'est d'entretenir mon corps pour que mon corps, ce véhicule, puisse m'amener le plus loin possible euh, dans mon histoire de vie. Et je veux être en pleine santé jusqu'à la fin, autant que possible. Mhm. Mais il est certain que quand tu prends des substances anabolisantes ou des substances diurétiques, eh bien, tu réduis potentiellement ton espérance de vie, ta capacité de régénérer. C'est du bon sens, c'est logique. Quand tu vois Hmm. effectivement les bodybuilders à l'Arnold Classic, qui est un gros Ouais. championnat du monde, qui ont un ventre qui est ballonné, quand tu vois que finalement des tout petits gabarits d'un mètre 65 pèsent 110, 130 kilos. Moi, je fais 1m85, sur Ah scène, je suis ouais. à 85 kilos. Wow. Tu te dis waouh, quoi. Et quand j'ai Hmm. fait ma dernière compétition internationale, les championnats d'Europe, où j'ai fini 6e, le mec qui était 5e avait 20 kilos de plus que moi. Ah ouais, ouais, ouais. C'est Donc, ouf. c'est clair, tu te dis, et on était sur les mêmes tranches d'âge, hein. Effectivement, tu peux pas lutter de la même façon. Mais l'anecdote aussi, c'est que en continuant à faire des compétitions, j'ai de moins en moins de compétiteurs. Soit parce que ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus, soit parce qu'ils sont morts, soit parce que ils ont des très très gros problèmes de santé. Mais il y en a beaucoup qui ont passé l'arme à gauche aussi, hein. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des catégories, entre guillemets, bio, où tu es obligé de montrer patte blanche, comme Mais toi, tu écoute, prends pas de produits dopants? l'année dernière, j'ai fait
il y a plusieurs fédérations. Ouais. Alors en France, c'est un peu compliqué parce que le ministère de Jeunesse et Sport ne reconnaît aujourd'hui qu'une seule fédération. Les autres sont des fédérations internationales, mais non reconnues en France. Donc j'ai fait une fédération qui n'était pas reconnue par le ministère de Jeunesse et Sport, mais qui était reconnue à l'international comme étant une fédération naturelle, Hmm. avec une sélection où tu passes des tests au détecteur de mensonges et où si tu gagnes la catégorie, tu as un test urinaire. On te vend ça comme ça et tu payes pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'athlète, tu vas payer ton inscription, tu vas payer tes tests également, c'est toi qui payes. Bon. La réalité, ça a été quoi? J'ai gagné, pour moi. J'ai effectivement fait le test de comment dirais-je, savoir si je mentais ou pas. Voilà, avec tout ce qu'il faut, comme si tu étais dans un commissariat de police, hein, un truc assez rigolo. Par contre, j'ai pas eu de test d'urine. Et sur toutes les compétitions que j'ai fait, j'en ai fait plus d'une trentaine, j'ai jamais eu de test urinaire. J'en ai jamais eu. Parce que ça coûte très cher, en fait. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que, en fait, dans cette compétition l'année dernière, il y avait des compétiteurs suisses, belges, allemands. Ils étaient chargés comme des poneys. Ça se voit, ça se sent à la transpiration. Ouais, Et voilà. Donc, moi, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. oui. Effectivement, ça peut paraître un petit peu déloyal de tricher. Mais c'est leur histoire, c'est pas la mienne. Moi, ce qui m'importe, c'est justement de gagner face à des gens comme ça. Parce que c'est une façon de leur dire, là, tu as dépensé 10 000 balles dans ton protocole, bah, regarde, moi j'ai dépensé peanuts et je suis devant toi. Ouais, c'est remettre en question vraiment cette approche, est-ce Alors, qu'on essaye de nous faire vendre, quoi? voilà. Alors après, effectivement, comme je te l'ai dit, hein, au niveau européen, et puis après, sur des niveaux supérieurs, je suis complètement largué. Effectivement, les gens sont beaucoup plus massifs, ils vont gagner devant moi. Donc là, j'ai aucune chance de pouvoir mettre en avant ce propos que je viens de te tenir. Mais on ne peut pas raisonnablement prendre 10, 20 kilos de masse musculaire chaque année. C'est impossible. Et je connais plusieurs copains qui sont comme ça. Ils prennent 10, 15, 20 kilos. J'allais dire, tant mieux pour eux. Mais les conséquences sont quand même assez importantes derrière. Et puis, comme je te le disais, moi, je veux durer le plus longtemps possible, autant que Bien possible. sûr. Donc voilà, si aujourd'hui, à 50 piges, mon objectif, c'est non pas de prendre de la masse parce que c'est un vœu pieux, dans les faits, pratiquement plus possible. Par contre, je peux au moins entretenir mon capital. Voilà. Et comment tu arrives à bien, jauger, à bien, planifier, toutes ces périodes de cutting, toute cette période où, tu vas avoir des variations, de poids assez, peut-être importantes? Est-ce que toi, tu as aussi une autre approche là-dessus? Est-ce que tu vas chercher moins de variations que les autres? Qu'est-ce que tu en penses un petit peu toi de cette stratégie-là, d'avoir autant de Là, variations de poids? en fait, j'ai un peu tout testé. Donc, j'ai fait des varios de 20 kilos. C'est ce que j'avais plutôt coutume de faire. Pas mal. Sauf que bah, les conséquences, elles sont très simples. C'est que c'est éprouvant. Ta peau, elle aime pas du tout. Du coup, bah, comme une femme enceinte, hein, tu as des vergetures. Et puis ça, c'est à vie. Hein, t'es niqué hein, par rapport à ça. Tu auras beau consommer du bouillon d'oats avec du collagène pleine balle, ça ne changera pas la musique. Hein. T'es marqué, t'es marqué. Donc bah là, j'essaye d'être 10-12 kilos. Alors là, en l'occurrence, bah, j'ai voulu quand même retester cette année une augmentation au niveau de mon poids pour mettre plus de charges lourdes et voir ce que ça pouvait donner. Mais j'ai pas Ouais. tenu très longtemps parce que ça m'emmerdait de manger autant. Ça m'emmerdait de devoir effectivement mettre un peu plus lourd, mais avec le risque de la blessure. Et ça, je peux pas me permettre. Je suis quand même à mon compte. Donc, si demain je me blesse,
et que j'ai un lumbago et je suis coincé au lit, je peux pas travailler en cabinet, c'est pas possible. Bien sûr. Il y a tout ça à prendre en considération. Donc, un vario d'une dizaine de kilos, quand on fait ma taille et mon poids, c'est pas trop, c'est du domaine du possible. Après, le plus difficile, effectivement, c'est de garder ton hygiène de vie tout au long de l'année, avoir des petits détours sur les périodes de fête ou sur les moments de joie en famille, un mariage, un truc, parce qu'il ne faut pas non plus être extrémiste Bien sûr. et dire ça y est, plus jamais de ma vie je mange un couscous, plus jamais de ma vie je mangerai une galette des rois. Ça, c'est des mensonges qu'on se fait à soi-même parce que c'est pas possible à un moment donné ou à un autre. À moins d'être sur une île déserte, on sera de nouveau confronté à ça et soit on passe à côté d'un moment de partage et convivial avec les amis, avec la famille, soit on en profite et puis on se dit bon bah derrière je fais le nécessaire pour pouvoir éliminer plus rapidement ce gluten que j'aurais consommé ou cet excédent de calories. En plus, il y a un facteur à prendre en considération, c'est le côté psycho-émotionnel, parce qu'à partir du moment où tu t'es vu sur scène, enfin, tu te vois sur scène par les photos ou les vidéos, et tu sais quel physique tu peux avoir, et que tu te vois dans la glace, et que tu as 10, 12 kilos de plus, et tout est caché, tu as un peu de bite, tu as un petit peu de poète-poète sur les côtés, tu te détestes. Tu ne veux pas cette image-là. Mais malheureusement, on ne peut pas avoir ce physique de scène tout au long de l'année. C'est impossible. On ne peut pas. Je te l'avais dit. Le physique de scène, on le garde 48 heures à peu près. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les différents clichés que j'ai faits post-compétition, je les ai faits au lendemain ou sur le lendemain d'une compétition. Parce qu'en fait, au bout d'une semaine, ça y est, tu refais de nouveau une rétention d'eau, donc tu as de nouveau un voile, tu es obligé de te réalimenter parce que, je te le disais tout à l'heure, là, je suis en phase descendante, donc je suis à 2500 calories, mais je descends à 700 calories. 700 calories pour un gabarit comme le mien, donc 1m85, et sur scène à 85 kg. C'est très peu. Ah, bien Et sûr. je m'entraîne. Et Donc N'hésite pas. j'ai perdu le fil de ce que je voulais te dire. Mais donc du coup, il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans l'extrême à penser qu'on aura le corps qu'on a sur scène tout au long de l'année. Ça, c'est pas possible. Et donc tenir un régime alimentaire extrêmement strict tout au long de l'année, parce que pour cracher son métabolisme, il n'y a rien de mieux. Mais il ne faut pas non plus être dans l'excès et ouvrir les vannes et faire comme malheureusement font beaucoup à l'issue de la compétition, se baffrer dans la semaine qui suit en faisant open bar sans arrêt, sans être vigilant sur son alimentation, parce que les conséquences, c'est pareil, elles sont terribles. On prend du poids très rapidement, et puis là, pour le perdre, c'est une autre paire de manches, quoi. Et le rapport à l'alimentation, il est très particulier. Il est toujours très difficile, hein, quelle que soit ta pratique physique et sportive, même si tu ne pratiques pas de sport. Mais en l'occurrence, pour un culturiste, tu sais, quand tu passes son temps à boulotter de la protéine et du brocoli, à un moment donné, le brocoli, t'en as marre, quoi. Hein, t'as envie un peu d'autre chose. Et puis les épices, ok, à un moment donné, c'est plat. Hein. Et du coup, c'est quoi l'aspect le plus éprouvant dans ta pratique? Du coup, est-ce que c'est la nutrition? Est-ce que c'est l'entraînement? Est-ce que c'est la dysmorphie corporelle de te voir, hors saison, avec un physique hors saison? C'est l'alimentation et ce regard sur soi. Ouais. Ouais, clairement. L'alimentation, parce que les 3 dernières semaines sont vraiment très difficiles et les gens qui me connaissent et qui me pratiquent sur ces 3 dernières semaines savent que c'est vraiment dur. J'avais avec des consoeurs fait un stage justement de massage et de réflexologie alors que j'étais à l'avant-veille de ma compétition européenne. J'étais un zombie, quoi. Ce qui pour un naturopathe est un peu chelou, quoi. Parce que je dis mais et d'ailleurs sur ces périodes-là je ne consulte pas parce que c'est pas je ne pourrais pas correctement faire mon travail. Je me mets en off véritablement sur cette partie-là. Et puis Ouais, donc le regard sur soi, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai quand même 2 garde-robes, hein. Une garde-robe hors saison et une garde-robe
on va C'est dire ouf en ça. saison. Parce qu'en fait, je passe d'un 44 à un 40 au niveau de la taille. Ah, c'est bien d'avoir ton avis là-dessus, et de découvrir les facettes peut-être un peu cachées que peut avoir le bodybuilding, même si on sait tous que c'est une discipline, bah, qui demande justement, beaucoup de discipline et qui demande pas mal de sacrifices, je pense. Et qu'est-ce que toi, du coup, derrière tout ça, derrière, on va dire, ces désavantages, ces inconvénients que peut avoir le culturisme, qu'est-ce qui te passionne autant dans cette discipline? Quelle philosophie t'a permis de te faire comprendre justement le bodybuilding, je sais pas, la prise de soi, la prise de conscience, prendre soin de sa santé, qu'est en termes de philosophie aussi un peu, qu'est-ce que t'a apporté, le bodybuilding? Moi, j'y vois pas des effets négatifs dans tout ça. C'est une hygiène de vie, c'est une philosophie à part entière, c'est une organisation. Moi, tous les jours que Dieu fait, à 5 heures, je suis debout. Euh, je fais un premier entraînement. Après, j'ai mon premier repas. Ah, par contre, je suis réglé Une comme une horloge. appli, hein. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, je mange après à 6h15, 6h30. Après, j'ai mon deuxième repas à 10h. Très souvent, je m'entraîne vers 11h, 11h30. Après, j'ai mon repas de midi. Après, j'ai mon repas de 15h. Après, j'ai un entraînement. Après, j'ai un autre repas. Après, j'ai un autre repas. J'ai dû en oublier un peut-être. Bref, tu vois, tout est réglé. Et là encore, c'est pareil, les gens qui me côtoient dans mon quotidien, ils le savent. Ouais, Et si j'ai le malheur de louper un repas, je suis bougon. Je suis bougon parce que j'ai besoin de mon repas. C'est dans ma routine. bien sûr. Et voilà, donc quand je vais chez des amis, soit je ramène ma tambouille, soit, enfin, en tout cas, j'ai tout le temps un contenant avec moi parce qu'il y aura au moins une collation que j'aurai en plus. Ça c'est sûr. Donc c'est une organisation, c'est une logistique, Bien sûr. mais ça fait partie de ta vie. Et moi, ça Mmh. me gêne absolument pas. Au contraire, le fait de ne pas l'avoir, ça me perturbe. Ouais, Euh, tu vois. Et d'ailleurs, il n'y a que les gens qui sont dans cette pratique qui le comprennent. bien sûr. Mmh. Euh, mais bon, par ailleurs, quand je fais mes accompagnements préparation physique ou en coaching, on va pas aller dans ces extrêmes-là, sauf ceux qui veulent faire une compétition, bien sûr. Bien sûr. Mais la plupart du temps, c'est des remises en forme, c'est un rééquilibrage alimentaire, une reprise de l'activité physique et sportive. Euh, Cependant, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment une philosophie et en rien c'est une problématique, ce sont des choses obligatoires, pénibles, parce que tu pourrais pas tenir dans le temps. Vu le nombre d'années que je fais ça, Bien sûr. si c'était vraiment une épreuve, tu lâches prise à un moment donné. D'ailleurs, tous les régimes, toutes les personnes qui font un régime, à un moment donné, elles pètent les plombs et elles font péter la ceinture, parce que Mmh. justement, c'est tellement restrictif, et elles le font à l'encontre de leur volonté primaire, ah qu'elles cassent le mode alimentaire. Moi, Bien ce sûr. mode alimentaire, il me convient. Et au contraire, je suis malheureux si je vais chez mes parents parce que ma mère, qui aime bien cuisiner un peu à l'ancienne, avec beaucoup de sauces, beaucoup de trucs comme ça, je lui demande de faire des choses à part parce que je ne pourrais pas manger ce qu'elle me fait. Je vais être malade. Bon. Ouais, bien sûr. Et quelle est l'importance de la place que tu peux donner à tout le travail du posing Tous les jours. tous les jours? Mmh. Tous les jours entre les séries. Voilà. Tous les jours entre les séries. Ce matin, j'ai fait mes cuisses. Tu fais tes cuisses. Paf, tout de suite, tu fais une pause cuisse entre tes séries. Qui va te permettre en plus de pouvoir contracter pleine balle le groupe musculaire concerné, de le visualiser, de le ressentir, et donc du coup quand tu retapes Mmh. dessus de nouveau, tu as bien l'assurance que tu travailles bien le bon groupe musculaire concerné. Est-ce que Euh, malgré toutes ces années d'expérience que tu as maintenant dans le bodybuilding, il y a encore, ça t'arrive de te surprendre encore à dire, «J'avais jamais ressenti cet endroit-là comme ça, d'une certaine manière», ou tu il y a certains groupes musculaires qui sont très difficiles à ressentir. ouais, bien sûr. Et moi, vu que pendant des années j'ai fait beaucoup de sport d'endurance,
Et par rapport à mon morphotype, j'ai des jambes relativement fines. J'aurai jamais des cuisseaux énormes. Euh, les cuisses, c'est des points, beaucoup de points dans les concours. Et la seule solution que j'ai, c'est d'avoir des cuisses découpées. Et donc, du coup, avoir au niveau de ton cutting, un cutting au cordeau, quoi. Hmm. On a tous des points forts. Et il faut justement, dans ce sport-là, connaître ses points forts et ses points faibles. Et moi, l'un de mes points faibles, parce que j'en ai plusieurs, c'est celui-là, entre autres. Et tu penses à quoi d'autre quand tu dis point faible? Et au contraire, est-ce que tu as des points forts dont tu es particulièrement fier? Oh, ben, mes points forts, c'est facile, c'est mes bras, hein. Je fais Ouais. 52 bras, c'est tranquille, quoi. C'est mon dos, parce que c'est très souvent d'ailleurs ce que je mets en avant au niveau de mes photos, parce que j'ai un dos qui est plutôt bien foutu, bien découpé. Il pourrait être encore un peu plus évasé, mais c'est de plus en plus difficile au fil du temps. Donc ça, c'est des valeurs sûres et c'est ce que je mets en avant dans tous mes posings, hein. Parce que la force du posing, et notamment du posing libre, c'est d'avoir l'intelligence de montrer aux juges tes points forts et de masquer tes points faibles. Hmm. En fait, ouais, c'est vraiment un espèce de. Tu deviens un peu comme un sculpteur où tu essayes, comme de la pierre, essayer de façonner la meilleure version de toi-même avec tout ce que tu Ouais. connais de Avec les outils toi-même. dont tu disposes. Oui, en sachant que c'est un peu quand même une image d'Épinal, hein, parce que dans les faits, c'est pas si simple que ça. Bien sûr. Moi, j'ai des petits mollets, j'ai beau taper dedans, euh, ils grossissent pas comme j'aimerais. Hmm, hmm, T'as beau travailler les différents angles, t'as beau voir au niveau anal physio ce que tu peux faire pour améliorer tout ça. Il y a aussi un gros facteur génétique, hein. Ça hmm. d'ailleurs, c'est un sujet qui est super important, c'est que il y a ce facteur génétique. Et il y a un dicton un peu, je sais pas si c'est un dicton d'agriculteur ou quoi, mais on ne fait pas un âne, un cheval. Si tu as un tout petit gabarit, si tu as une génétique qui ne te permet pas d'avoir des gros bras, des grosses cuisses, un bon torse, tu auras beau t'entraîner comme il faut, à un moment donné, voilà. Et c'est pour ça que certains Ah, d'ailleurs pilule. franchissent le seuil Ouais, ouais. des stéroïdes anabolisants, parce que Hmm. c'est une façon pour eux de franchir cette étape-là. Et tu vois, sans pour autant en faire l'apologie, mais avant de prendre des stéroïdes, déjà les mecs, entraînez-vous, développez votre corps, et quand vous êtes aux limites de votre corps, après, si vous voulez franchir le pas, faites-le, mais le faites pas avant, parce que c'est complètement con, quoi. Hmm. J'aimerais bien aussi aborder avec toi tout le côté qui peut être artistique de cette discipline, ou quand tu montes sur scène, qu'est-ce que toi tu ressens? Est-ce que c'est un peu comme au théâtre où tu dois jouer un personnage, ou est-ce que tu dois exprimer pleinement la personne que tu es? Est-ce que derrière aussi tu as ce travail, derrière de tout ce travail de scène que tu vas mettre en place pour tes compétitions? C'est une bonne question. Tu as dû peut-être regarder les vidéos que j'ai mises sur ma page Facebook, non? Peut-être pas spécialement. J'ai pas le souvenir en tout cas, d'avoir, entendu d'évoquer ce sujet. Alors, en fait, euh, le posing et le fait d'être un personnage sur scène, c'est stratégique. Stratégique parce qu'il faut marquer les esprits des juges, il faut marquer les esprits du public, et quand tu as le public avec toi, bah, tu prends des points. Quand tu marques l'esprit des juges, tu prends des points. Quand tu Mmh. marques l'esprit des organisateurs, tu prends des points. Et c'est anecdotique, mais j'ai un copain une fois qui m'avait dit tu devrais te faire des vacances, améliorer un petit peu ta barbe, parce que tu ressembles un petit peu à Hugh Jackman. Wolverine, ah Wolverine. oui, ouais. Je dis ah ouais, tiens, c'est pas con. Et j'ai gratté un peu le truc. Je me dis mais attends, mais si je fais un personnage sur scène avec des griffes, Wolverine, avec un cigare, un faux cigare, un truc, ça peut être super rigolo, quoi. Ouais. Et donc la première compétition que j'ai faite avec ça, c'était championnat de Bretagne que j'ai gagné. Et justement, j'ai joué le rôle de Wolverine. Super. Et avec une musique adéquate d'un des films de Wolverine. Enfin, bref.
Et du coup, ça a super bien marché. Et j'ai décliné ce personnage pendant plusieurs sessions. Alors, en sachant que quand tu fais un championnat officiel, un championnat de France, un championnat d'Europe, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le Hmm. droit sur ton posing libre, d'avoir des accessoires, d'avoir des trucs. Par contre, dans tous les grands prix euh, ou les petites compétitions régionales, tu peux le faire. Hmm. Donc, en fait, toutes les compétitions où j'avais la possibilité de le faire, j'ai joué ce personnage de Wolverine. Et d'ailleurs, ça m'a valu le fait d'être sur une des affiches de Musclemania Hmm. France en 2018, puisqu'en 2017, j'avais été sur scène à Musclemania avec mon personnage de Wolverine et ça avait marqué les esprits et ils avaient mis ma bouille sur l'affiche. Donc c'était super valorisant. Et donc du coup, automatiquement, quand tu vas à une compétition ou quand tu contactes un organisateur, quand tu dis Fabrice Vivier, ça va peut-être pas les marquer, mais si tu dis t'es Wolverine, tout de suite, Ah. ah ouais, le mec qui. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, après, le jeu, c'est d'entretenir ça. Donc, du coup, sur mes posings libres, j'ai fait un Wolverine qui fait un striptease, j'ai fait un Wolverine qui Ouais. sort d'un combat avec du sang partout sur le corps. Enfin, euh, tu fais plein de déclinaisons rigolotes, c'est hyper plaisant, en fait, c'est drôle. Hmm. Parce que c'est du plaisir. Et ça m'amène à ça, c'est que moi, je fais ça, non pas parce que c'est un métier, parce que c'est pas un métier en France. Hmm. Ça l'est aux États-Unis, ça l'est dans certains pays, mais ça ne l'est absolument pas en France. Bien sûr. Euh, et je le fais par plaisir et par jeu. Donc c'est effectivement, je suis un ancien prof de théâtre, hein, donc il y a peut-être ça aussi qui Super. ressurgit en moi, mais c'est cette envie d'être sur scène et puis c'est quand même pas évident d'être sur scène en slip devant 700 personnes quand même. Ouais, c'est sûr. Tu vois. Donc, c'est intéressant de prendre la peau d'un personnage. Ça va quelque part être une forme de protection, Hmm. parce que c'est pas toi, euh, Fabrice, qui monte sur scène, mais c'est. Alors je vais modifier mon nom sur Instagram, c'était Fabrice Turtle, et puis Wolverine. Voilà, c'était une façon un petit peu déguisée de te protéger par ailleurs. Euh, mais en tout cas, oui, ça c'est quelque chose de très important d'avoir tout le temps cette volonté de faire le show, parce que c'est du show. À l'inverse Bien sûr. de tous les autres sports, par rapport à de la force athlétique, par exemple, euh, tu es en très mauvaise condition physique quand tu es sur scène. Tu présentes un physique, effectivement, mais ce physique, c'est de l'esthétique. Hmm. Mais pour obtenir cette esthétique, il faut se mettre vraiment mal. Je te parlais de 700 calories, t'es un zombie. Hein. Bien sûr, bien sûr. Plus les 2 jours auparavant, tu ne bois plus du tout, alors qu'auparavant, tu as picolé jusqu'à 8 litres d'eau par jour pour faire un choc hydrique. Enfin bref, tu es dans une condition terrible, Bien sûr. terrible. Euh, donc c'est ça qui est assez amusant dans ce sport-là, c'est qu'on est au plus mal de sa condition physique pour présenter un physique euh, mieux. Non, c'est sûr, moi c'est quelque chose qui m'a interpellé. Après, je suis brièvement ce qui peut se passer dans le culturisme, et c'est vrai, un personnage moi que j'aimais beaucoup, c'était Kyle Green, qui lui se met un peu en mode Terminator. Et puis c'est assez dingue aussi, on peut être très impressionné aussi de la souplesse des athlètes bodybuilders. Et toi, est-ce que c'est quelque chose que tu mets beaucoup en place, un peu tous ces travails de souplesse pour peut-être être dans cette idée d'avoir du coup des muscles un peu plus longs, des muscles un peu plus harmonieux que justement avoir que quelque chose de compact ou de court. Non, dans les faits, c'est pas par une pratique de stretching ou de travail de danse corporelle que tu vas allonger Ouais. tes muscles. Là, on est vraiment sur des facteurs qui sont génétiques hein, pour beaucoup. Hmm, Donc, ça serait se mentir que de croire ça. bien Par sûr. contre, effectivement, avoir de la souplesse pour ses poses, avoir une décomposition dans son mouvement, avoir une harmonie, rayonner également, et transmettre quelque chose également à son public, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est un show. Ça, c'est important.
il y a une différence entre faire un double biceps de face de base et puis avoir quelque chose de plus aérien, de plus souple, où bam, tu vas imposer tout de suite ton double biceps, tu vois. La différence elle est là. Et d'ailleurs, ça fait également partie des notes, c'est des points que tu peux choper. C'est justement cette beauté du mouvement que tu peux avoir, cette aura que tu peux dégager sur scène, et que si tu es stressé, si tu as peur, si tu t'es pas préparé sur cette partie-là, passer à côté. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont un très beau physique et qui n'ont pas assez travaillé leur posing et qui du coup échouent. Voilà. Donc tu dirais que le charisme et la chorégraphie, tout cet aspect de mise en scène, c'est pas aussi important que le physique, mais ça joue quand même une part primordiale. On peut pas être Tu peux pas le le meilleur. retirer. Non, c'est Voilà, ça fait indissociable de partie tout. intégrante. Parce que c'est un sport esthétique à part entière. C'est pas comme si en fait tu devais soulever 200 kilos ou faire, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, quand tu fais une épreuve de force athlétique, bon bah ok, il faut soulever le plus lourd possible au squat, soulever le plus lourd au développé couché, en respectant un protocole au niveau du mouvement, mais ça s'arrête là. Le culturisme, tu mets en avant un physique et il faut que cette mise en avant soit la plus jolie, la plus belle pour qu'elle elle donne envie au juge de valoriser ce que tu lui présentes. Parce que tu lui présentes effectivement un travail de plusieurs années, mais soit tu lui présentes grossièrement et rapidement, vite fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des compétitions qui sont nazes, parce que il n'y a pas d'éclairage, il y a une scène qui est à ras de sol, il y a voilà, des conditions qui ne permettent pas de vraiment valoriser le corps. Mais quand tu as une salle qui est dans l'obscurité la plus totale, avec un bon éclairage, avec un bon podium, et donc du coup les juges sont vraiment à bonne hauteur pour pouvoir regarder ton physique, c'est quand même autre chose, quoi. Ouais, ça résonne pas mal ce que tu me dis. Je suis allé il y a quoi? C'était il y a 5-6 ans à une compétition à Colmar, qui me semble, Colmar est quand même assez bien C'est une grosse usine, compétition. Colmar, ouais. Ouais. Et sachant que j'accompagnais un athlète qui faisait du street workout et qui voulait faire les men's physiques dans un pur délire, j'ai vu aussi toute la préparation derrière le rideau. C'était assez impressionnant de L'échauffement. ouais, l'échauffement et de voir les athlètes être complètement dans leur bulle et ensuite sur la scène d'essayer à travers cette esthétique renvoyer, comme tu disais, tout ce charisme et un peu comme si c'est un peu comme s'ils se battaient entre eux, mais vraiment pas forcément à essayer de montrer que je suis le plus fort, que je suis. Si, il faut quand même montrer que tu étais beau, que tu as fait tout un parcours pour pouvoir arriver à ce score-là. Mais il y avait tout un jeu d'acting, de personnages où on voulait prendre le dessus de l'autre avec des mecs qui se mettaient devant les autres et qui montraient encore plus. Et puis l'autre, il ripostait. Donc, d'un sport individuel sur la scène, ça devient aussi un sport de combat un petit peu. De confrontation. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, même si derrière, bien sûr, il y a que de la bienveillance derrière tout ça. On pourrait aussi simplifier les choses aussi en disant que c'est un marché de bêtes, hein. Parce que dans les faits, si on prend l'exemple du top de Colmar, Ouais, pour la catégorie dont tu parles, donc c'est une catégorie de bodybuilders qui ont un short long, donc ouais, c'est les ça. cuisses sont moins mises en avant. C'est pour ça que beaucoup de gars vont dans cette catégorie-là, parce qu'ils ont souvent un bon haut de corps et pas Ouais. forcément un beau bas de corps. Sauf que sur ces catégories-là, ils peuvent être 100, 150 sur scène, Hmm. avec 3-4 lignées d'athlètes. Tu as intérêt de te démarquer. Alors très souvent, la présélection se fait non pas sur scène, mais elle se fait à la pesée, où déjà les juges sont là et anticipent déjà et voient quel peut être l'athlète qui va vraiment sortir du lot, ou les athlètes qui vont sortir du lot. Parce qu'en fait, dans les faits, quand tu as une centaine de personnes sur scène, pour se sortir ton épingle du jeu, c'est chaud, quoi. Ah ouais, carrément. Voilà. Tiens, Et en plus, on est sur des catégories où le poids et la taille sont quasiment identiques à chaque fois.
Donc tu peux pas sortir du lot en disant je suis plus grand, ou à l'inverse je suis plus petit donc je suis devant. C'est pas comme ça que ça marche. Ou j'ai un short super fluo, super plus fluo que les autres. C'est pas comme ça que ça va fonctionner, quoi. Pas du tout. D'ailleurs, comment tu qualifierais la compétition dans ton sport? Est-ce que ça a tendance à plutôt tirer vers le haut ou est-ce qu'au contraire c'est un peu maladif? Est-ce que c'est toxique ou enfin la relation avec les autres participants, comment tu la vis, que ce Ah, soit la avant ou sur relation avec les scène? autres participants, euh, ça dépend. Il y a des compétitions où les mecs sont super sympas, on s'entend bien. En plus, très souvent, tu fais une saison, tu fais 2, 3, 5, 6, 7 compétitions dans l'année. Euh, Tu revois les mêmes. Donc c'est un peu un jeu de chaise musicale, donc c'est rigolo. Un coup, toi, t'es troisième, après, t'es premier, après, l'autre, t'es cinquième. Enfin, voilà, c'est une bonne façon de. C'est une émulation, en fait, c'est chouette, c'est rigolo. Ça se passe bien. T'as rarement des personnes qui sont malveillantes et qui te piquent tes fringues ou qui t'emmerdent à ton échauffement, parce que ça peut arriver. C'est très rare, mais ça peut arriver. Il y en a beaucoup aussi qui essaient de jouer la carte de la déstabilisation avant de monter sur scène, euh, en critiquant ton physique ou en disant que t'es mal tanné, ou en te demandant mais tiens, mais qu'est-ce que tu fais là? La dernière fois, tu as fait 5, tu penses faire quoi aujourd'hui? 6, 7, 8? Il y en a beaucoup qui jouent cette carte-là aussi, tu vois. On n'y va pas tous non plus pour les mêmes raisons. Il y a des gens qui ont un ego surdimensionné, qui veulent entretenir cet ego, parce que ce sont les dieux de leur salle de sport, dans la salle de sport de leur quartier où ils sont, euh, parce que sur Instagram, ils ont dit qu'ils allaient gagner, donc ils se sentent obligés de gagner. Hmm. Et puis voilà, il faut trouver sa place. Moi, ma place, c'est de m'éclater, de m'amuser. Donc, si tu gagnes, c'est bien. Ah, si tu ne gagnes pas, tant pis, quoi. Mais c'est avec beaucoup d'humilité que je dis ça. J'ai toujours eu du bol. J'ai toujours fini au moins troisième. Donc, c'est chouette si tu veux. Enfin, sixième championnat d'Europe. Mais championnat d'Europe, quand tu es dans le top 6 et que tu repars avec une coupette, c'est super. Euh, donc, voilà. Mais parce que c'est quand même un investissement de faire une compétition, tu vois. Euh, c'est les inscriptions, c'est plusieurs mois de préparation, c'est les nuits d'hôtel, c'est le TAN, ça va être les frais annexes que tu vas prendre en charge. Si tu as un entraîneur, ben, c'est le fait de payer ton entraîneur aussi. Enfin, c'est un véritable budget. Voilà. Hmm. Bah, merci Fabrice hein, pour nous éclaircir beaucoup les idées du culturisme et puis pour nous partager un petit peu tout ton chemin de vie, ton parcours dans cette discipline-là. Je vais quand même en profiter parce que je sais que tu fais partie des 205 givrés du record du monde c'est quoi? C'était un rassemblement pour avoir le plus de personnes dans un bain glacé, c'est ça? Ouais, c'est ça, Euh, c'est ça. et voilà, je vais en profiter quelques minutes là pour avoir un petit retour d'expérience de ça. Je sais que tu étais avec mon ami Samy aussi. Et aussi peut-être parler de cet amour, on va dire ça comme ça aujourd'hui, que tu as pour le froid. Déjà, ton compagnon, c'est moi qui l'ai fait venir. Ouais. Je lui ai dit, Ça a Euh, coupé, mais c'est revenu. Mais on par t'entend contre, je pas. t'entends pas, ouais. je t'entends plus. Ouais, moi je Ah, c'est t'entends, c'est revenu. bon. C'est bon? Ouais, Parfait. nickel. Ok. On a une toute petite coupure. En fait, ce championnat du monde, donc il était organisé par Jean-François Tual, Hmm. qui est mon mentor sur cette partie méthode Wim Hof. Donc la technique à la fois de respiration et de bénéfice des bains glacés. Euh, donc en fait en France il y a principalement deux, enfin il y en a plusieurs, mais au moins deux majeurs sur le territoire et Jean-François en fait partie. Euh, L'idée, c'était effectivement de faire un petit challenge rigolo où on remplissait une piscine d'un camping qu'on avait loué pour l'occasion de 10 tonnes de glace.
et puis il fallait être le plus nombreux possible. Et donc battre ce record du monde, on a fini effectivement à 205. On est resté entre 3 minutes et 17 minutes pour les derniers. Moi, je suis resté jusqu'au bout parce que c'était quand même plus rigolo, puis c'était trop facile parce que extérieurement parlant, malheureusement, il faisait 25 degrés. Ouais. C'était chouette parce qu'il y avait une superbe lumière. Mais bon, ça aurait été rigolo aussi s'il tombait des draps, des murs de flotte et puis du froid, vraiment. Bon, on n'a pas choisi, c'est comme ça. Mais les bains glacés, effectivement, c'est une super révélation à la fois pour entretenir ta force vitale, pour pouvoir entretenir travailler ton antifragilité, le principe de l'hormèse, que par le biais du CNH et de Pierre, une mise en avant sur ces principes-là. Bien sûr. Moi, je suis tellement adepte des bains glacés que j'ai un congélateur sous mon carport avec de l'eau glacée et je m'y baigne presque tous les jours, pas tous les jours parce qu'il ne faut pas épuiser ses surrénales et trop en abuser, mais j'essaie d'y aller quand même très souvent parce que l'eau de mer en Bretagne est à 10 degrés, bon, c'est trop facile, autant aller dans une eau à zéro. Et voilà, c'est vraiment super parce que ça permet de lutter contre ton inflammation, générée notamment par ta pratique sportive. Ça permet en même temps de stimuler ton système immunitaire, de travailler ta force mentale. Et puis, quand tu sais que c'est pas mortel, abuser, mais ça a que des bénéfices, tu y vas, tu sautes dedans, quoi. Voilà. Avec cette dynamique respiratoire qui était quand même un incontournable, on fait pas ça comme ça. Bien on sûr. fait avant tout avec des exercices de respiration. C'est un ensemble, mais c'est fantastique. Et je ne peux qu'inviter tout à chacun à s'y essayer, au moins faire quelques douches glacées, et puis ensuite de franchir le pas et y aller carrément sans pour autant acheter un congélateur comme moi et le remplir d'eau, mais d'aller dans une entité comme le Ice Bar à Paris ou des stages qui sont organisés pour découvrir les bienfaits du froid. Et tu le fais aussi lors de promenades ou autres, ou peut-être tu sors en t-shirt ou torse nu Ouais, carrément. là, il y a quelques temps, je dis bien il y a quelques temps parce qu'on a eu un sacré redout, mais Ouais. je crois que c'était au mois de novembre, non, au mois de décembre, début décembre, on a eu des températures négatives en Ouais. Bretagne, on a eu du moins 3, moins 4 degrés. Quand je me levais à 5 heures, je sortais en slibard dans mon jardin, et puis je passais 10 minutes, je lisais mes mails en même temps que je marchais dans mon jardin avec ma lampe frontale. Et voilà, c'est une bonne façon de pouvoir bénéficier de ce froid naturel. C'est super, quoi. C'est chouette. Pas bien. Donc oui, il faut en profiter autant que se peut. Ouais, bah, nous, en tout cas, ici, ça commence à rebaisser. Ça, apparemment, ils annoncent un peu moins de zéro là, ces prochains jours. Donc on Donc, va je pense qu'on va se faire faire entendre. plaisir. C'est vrai qu'il a fait un sacré redout là, ces derniers temps. Oui, mais trop en fait. C'est pas Ouais. normal. Là, sur Noël, j'ai fait un bain. Il faisait 11 degrés dehors, l'eau était à 11, ce qui n'est pas normal non plus. Elle aurait dû être plus basse. Bien sûr. Pour le début de l'année, c'était tempête, donc on n'a pas pu se baigner en mer. Ah. Mais sur les quelques jours qui ont suivi, l'eau était à 10 degrés et les températures extérieures étaient à 12-13. C'est pas normal non plus. Cette période de l'année, on devrait plutôt être sur des températures beaucoup plus proches de zéro. Mais c'est effectivement en train de redescendre. Bon, bah, merci Fabrice pour ce bel échange, cette belle discussion sur le culturisme, le froid, La naturopathie. la Un naturopathie, petit peu la la santé naturopathie. holistique. Un petit peu, ouais. On aura l'occasion d'en reparler dans le stage, puisque j'ai l'honneur de pouvoir t'avoir comme professeur. Je sais pas trop ce qu'on va faire, mais moi je me jette dans le bain, c'est le cas de le dire. Sur la fin de cycle, ça sera sur la fin de cycle pour moi. Ouais, J'interviens c'est qu'à la ça, fin. ouais. Bah, c'est que dans un an, mais mine de rien, c'est proche là. Enfin, dans un peu plus d'un an, mais top. J'ai l'habitude de terminer mes podcasts avec 3 petites questions, assez rapides, assez simples, et puis voilà. Donc, la première, c'est si jamais tu devais te réincarner en un animal totem, lequel ce serait et pourquoi? C'est très simple. Un chat.
J'ai toujours eu des chats, et là j'ai 2 chatounes. C'est une vie de C'est rêve. Tu formidable. passes ton Ouais. temps dans le canapé, on a une peau de mouton, là, elles sont tout le temps dans la peau de mouton. Tu manges aux heures fixes. T'as pas trop de boulot à faire, on te demande rien parce que tu sais rien faire. C'est le bonheur. Donc ouais, ouais, un chat. Ouais, je vois que tu utilises beaucoup tes chats. En tout cas, tu nous montres beaucoup tes chats Ah, dans, c'est mes dans amours, mes ton. chatounes. Ah Ouais, ouais. c'est sûr. Ah, je comprends bien. Deuxième question, si tu as un livre à nous conseiller, ce serait lequel et pourquoi? Et voilà. Au revoir. Eh ben écoute, je t'ai parlé du Marieb tout à l'heure. Voilà, Le Marieb, par exemple. Voilà. Ok, super. Et dernièrement, s'il y a des personnes qui souhaitent échanger, te contacter, peut-être pour venir faire des consultations avec toi, pour pouvoir faire un programme d'entraînement, comment on peut te retrouver et te contacter? Bah, c'est simple, j'ai un site internet qui s'appelle coaching-vitalité.fr. On passe par ce vecteur-là, tout simplement. Mhm. Euh, c'est la meilleure solution parce que sur les réseaux sociaux, on peut également me contacter sur Fabrice Vivier Thérapeute, mais je suis pas forcément fan de ce vecteur pour échanger, en Mhm. sachant qu'en plus sur mon site, je tiens un blog où je mets très régulièrement des astuces pour l'alimentation avec des recettes. Là dernièrement, j'ai mis une recette de galettes des rois crues Ouais, j'ai vu. et sans gluten. Donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir transmettre également des petites choses. Donc on peut déjà, sans pour autant faire appel à mes services en consultation au cabinet ou en distanciel, Bien sûr. bénéficier déjà d'informations que je transmets par ce Mhm. biais-là. Et puis effectivement Instagram où je communique notamment par les stories sur mon quotidien et puis des choses qui me viennent à l'esprit. Euh, voilà. Voilà. Tu peux aussi partager peut-être ta vision des choses, de la société. Oui, je disais tout à l'heure, hein, j'assume pleinement mon âge et c'est un âge où on a acquis ce pouvoir de dire non et de pouvoir affirmer nos pensées, d'affirmer sa personnalité. J'ai ma personnalité, Mhm. j'ai mes pensées. Il y a des choses qui me débectent et quand ça me débecte, je mets le doigt dessus. Euh, c'est pas pour autant que j'utilise les réseaux sociaux pour Bien sûr. cracher sur un tel ou un tel ou être médisant et malveillant parce que c'est à l'encontre de ma philosophie et de qui je suis véritablement. Mhm. Bien sûr. Et c'est vrai que bon, parfois je me lâche un petit peu sur ces histoires d'injection, sur ces histoires euh, de, 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 comment de retrait de certaines libertés parce que j'ai servi mon pays, j'ai servi après mes proches et mes compatriotes, Bien sûr. soit tout le temps j'ai été élu local en servant mon pays au niveau local et puis après au sein de mon Bien sûr. cabinet. Mais c'est important en fait de défendre nos valeurs, tout comme un naturopathe défend les valeurs du serment d'Hippocrate, même si Mhm. passe notre certification n'est pas forcément assujetti à, comment dirais-je, à le respecter, mais ça reste quand même notre père à tous, quoi. Très bien. Tout à ton honneur. Bien sûr. Moi, je peux encourager que vivement les gens à suivre ce que tu fais, à toutes les astuces que tu peux nous donner, surtout en connaissant ton background et puis ton parcours de vie, qu'on soit athlète, qu'on soit une personne qui veut simplement prendre soin de sa santé, mieux comprendre sa santé. Donc, Mmh. euh, donc, voilà. Oui, et puis c'est pas du fake sur les réseaux sociaux, très souvent, on essaye de montrer tout le temps le bon côté des choses, Mm. Barbiland, quoi. Euh, euh, bon, il n'y a pas de filtre, hein, c'est la réalité en tant que telle. Et alors effectivement, tu mets en avant, tu valorises un petit peu tes plats, tu vas valoriser un petit peu ta vie, effectivement. Mais on est sur des choses réelles, des choses vécues, pas des choses imaginées. Ça, c'est super important, par exemple. Et si on prend le travail d'un préparateur physique, il y a beaucoup de préparateurs physiques
qui malheureusement trompent un petit peu leur clientèle parce que entre leur vie réelle et ce qu'ils transmettent sur YouTube ou sur Instagram, il y a un delta phénoménal, quoi. Bien sûr. Je dis ça si je dis ça, c'est parce que j'en connais plusieurs. Je les connais personnellement et je sais comment ils procèdent. C'est leur business, donc bon, chacun fait comme il veut. Après, on se regarde dans la glace et on assume ce que l'on fait ou pas, hein. Bien sûr, Je suis pas là exactement. pour juger, hein. C'est juste qu'il faut être en phase et en harmonie avec ce que l'on fait, avec qui on est, hein. Ce que l'on dit. Bien sûr. Mais ça demande beaucoup de sagesse et Ouais. Non, d'humilité. mais la sagesse, tu l'acquiers avec le temps. Et tu vois, ce fameux pouvoir de dire non et de pouvoir pleinement assumer qui on est et ce que l'on fait, euh, on l'acquiert au fil des années, au fil du temps. C'est une maturité à part entière, un cheminement, par le Bien cheminement sûr. souvent en naturopathie. Mais ouais, c'est un cheminement. Il y a encore beaucoup à faire. Mais C'est sûr. Bah, merci en tout cas pour cette belle discussion, pour cet échange. Bah oui, D'autres. mais merci pour tout. Non, c'était vraiment un plaisir ah de ben pouvoir c'est échanger sur super. des Moi sujets j'étais aussi ravi larges. d'échanger avec vous. Enfin, j'ai beaucoup parlé, hein. Ça a été un échange qui a été plutôt du côté Bretagne vers vous. Mais bon, c'est aussi un peu qui je suis, hein. C'est qu'une fois qu'on m'a donné la parole, c'est très difficile de la récupérer. Non, mais de toute façon, c'est le but de ce podcast, hein, c'est de découvrir la personne qu'on a en face, même si des fois, on peut bien sûr avoir une discussion où chacun donne son avis, mais ça m'intéressait vraiment de pouvoir avoir tout ton parcours. Du moins, on a parlé beaucoup du culturisme et puis tout ce côté bioculturisme. Ça m'intéressait beaucoup de remettre les choses justement dans son contexte et remettre les pendules à l'heure en disant que arrêtez forcément de croire tout ce qu'on peut vous dire dans ce sujet-là, dans ce domaine-là, dans tout ce qui peut être dopage, dans tout ce que euh, et puis que montrer aussi que n'importe quel, que ce soit le sport, notamment celui de la musculation, il faut au bout d'un moment se prendre en main, il faut avoir ce goût de l'effort, parce que c'est ça qui va beaucoup plus déterminer tes résultats, qui va déterminer bah, toutes tes envies sportives, plutôt que le simple fait justement de rester sur des clichés il faut que je prenne ci comme complément, etc. Bah non, c'est tout le fruit du travail, c'est tout un chemin, c'est tout un parcours, c'est toutes des remises en question, c'est un apprentissage, c'est des échanges qu'on a avec d'autres personnes pour savoir comment eux ils ont réussi. Et derrière, on arrive à trouver une espèce de son propre remède pour pouvoir avoir une ascension, même spirituelle ou corporelle, à mieux comprendre et savoir ce qui fonctionne pour nous par rapport à tout ce qu'a pu nous conseiller les autres personnes. Régularité, patience et détermination. C'est beau. Ça fonctionne. Voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai Mais que vu tu ne qu'on peut peux être. pas, avoir des résultats si tu ne mets pas en pratique ces trois principes. C'est pas possible. Hmm. Bah, c'est des choses que j'essaie d'inculquer aussi pas mal parce que sans jugement ou sans extrémisme, si on se dit comme ça, on est de plus en plus dans une quand même société où on est très matérialiste, où on veut tout de suite et que au niveau marketing, c'est très dur de vendre à ses clients que, alors oui, en 3 mois, par exemple, je peux déjà changer quelque chose, déjà peut-être avoir ce goût de l'effort, ce goût de je me prends en main, etc. Mais la solution miracle n'existe pas. Si tu veux vraiment que je te construise un corps, une sensibilité, une philosophie de vie, il va falloir que ça prenne des années, et pas forcément des années au sens où il va falloir que tu restes faut que tu m'aies moi en tant que coach pendant 5, 10, 15 ans. Non, c'est avoir quelque chose qui va t'apporter, et qui va t'amener vers l'autonomie, où justement, tu n'auras plus besoin de solutions miracles, tu n'auras plus besoin de quelqu'un qui doit constamment te motiver et constamment être là pour toi, et tu sauras choisir toi-même ce qui est bon pour toi. Et c'est à partir de là aussi, je pense et je trouve, dès qu'on a compris ça, c'est à partir de là qu'on peut commencer à aider les autres.
Mais c'est le rôle de l'éducateur de santé qui est le naturopathe, l'éducateur sportif qui est le préparateur, à pouvoir expliquer comment et pourquoi on fait telle ou telle chose, pour que ensuite son client, son consultant ait une autonomie et puisse se passer peut-être à un moment donné ou pas d'une tierce personne. Ouais, c'est sûr, mais de toute façon, je trouve que quand même, il y a pas mal de, bon, ça dépend comment on voit les choses, mais de changements positifs où les gens se posent de plus en plus la question, est-ce que le système dans lequel on vit, ça fait vraiment sens? Parce que je sens qu'en fait, naturellement, il y a des choses qui ne vont plus ou que le corps demande sans comprendre vraiment pourquoi. Et on se rend compte qu'on a quand même peut-être de base une vie qui se veut de plus en plus confortable et donc du coup de plus en plus sédentaire. Mais, on n'a jamais eu autant peut-être de personnes qui sont aussi fatiguées, aussi, dépressifs, aussi déprimés, alors qu'on fournit moins d'efforts. Donc, je pense qu'il peut y avoir quand même une ascension derrière tout ça, où les gens se remettent pas mal en question et c'est là où on peut Sortir de sa zone de les aider. confort, véritablement. Effectivement, le fait d'être oisif, d'avoir trop de confort, ça nuit. Tu vois, l'histoire des bains glacés, ça en fait partie entre autres, hein. Pourquoi s'embêter à faire des douches froides alors que j'ai de l'eau chaude? C'est quoi mon intérêt? Ouais. Ah oui, bah oui. Tu profites beaucoup Euh, plus du confort, derrière tout ça, quoi. et c'est amusant quand on nous demande de réduire notre température à la maison à Ouais, 19 degrés. Ici, il fait 17. ouais. On n'est pas mort, hein, et je suis en chemise. J'ai pas besoin d'une liquette sur le dos, quoi. Faut être sérieux, quoi. À quoi ça sert d'avoir une maison chauffée à 21 degrés? Mmh. En plus, ça va te générer plus des troubles qu'autre chose. Si en plus tu es oisif, tu passes ton temps derrière ton canapé, enfin dans ton canapé devant ta télévision, sors, quoi, va dehors, bordel. Fais une Mmh. activité physique, va marcher, va respirer, va écouter les oiseaux. Fais quelque chose, quoi. Ça Ouais, c'est coûte sûr. rien en plus, c'est Non, gratuit, non, ça coûte non. rien. Ah, je bois Il faut tes vraiment paroles prendre et conscience de ça. Alors, il y a des personnes qui vivent en banlieue, dans une tour bien HLM, sûr, bien c'est pas sûr, si facile. bien sûr. Je le comprends tout à fait. Mais c'est pas pour autant que ça ne t'empêche pas, même si tu vis dans un endroit comme ça, de sortir et même si tu dois faire 20 minutes de bus, de trouver un endroit, un parc, tu vas pouvoir te poser. Et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on s'en fout, quoi. Il faut mettre son nez dehors, il faut sortir, il faut arrêter d'être casanier. On n'est pas des lapins dans des cages, il faut sortir. Mmh. Moi, j'étais fou avec ces histoires de confinement où il fallait pas sortir à 1 kilomètre, que je n'ai pas du tout respecté d'ailleurs. Euh, mais Tu pas acheté un chien ou adopté un chien juste pour sortir? bah, j'ai la chance d'avoir un grand terrain, donc déjà on pouvait courir chez nous. Mais en Super. plus de ça, cette histoire de 1 kilomètre, c'était de la connerie humaine. Enfin, faut être sérieux, quoi. À un moment donné, il faut savoir dire non et stop. Et je peux pas revenir là-dessus parce que c'est un Ouais. sujet délicat Ouais. et qui me fait monter dans les tours aussi assez rapidement. Mais il faut arrêter d'être con. Moi, j'alimente pas la connerie, je fuis tout ce qui est toxine. Donc comme ça, je suis tranquille. C'est vrai que j'ai pas de télévision, que j'ai pas de radio. On s'informe par d'autres vecteurs. Bien sûr. Mais il y a tellement d'absurdités dans lesquelles on a été baigné ces derniers temps. Faut savoir dire stop. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Voilà, hashtag savoir dire stop. Voilà. C'est le mot de la fin. Top. Bah, merci mon Fabrice, je te retiens pas plus longtemps, tu as certainement plein de choses à faire et Ah ben, j'ai un repas qui m'attend et ah après ouais. un entraînement. Voilà. Top. Bah, je voudrais pas te perturber dans ta routine. Bon, bah, en tout cas, ça a été un véritable plaisir de participer à ce podcast et à cette aventure. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir sollicité pour ça. Bah, Bah, merci super, à toi. vraiment hâte de pouvoir, te rencontrer en vrai, pouvoir échanger et puis rester en contact, hein, dans tous les cas, Exactement, exactement, exactement. Super. Et bien, merci mon Fabrice, je te souhaite une excellente, Une belle après-midi après-midi à vous et un deux. bon entraînement et Au bon revoir. appétit. Merci. Ciao, ciao. Allez, bye bye.